Bienvenue dans la salle de classe où René Guicadou a enseigné de 1945 à 1951. Dans cette salle de classe qui a été réhabilitée dans les années 93 à la demande d'Hélène qui souhaitait que cette demeure qui était désaffectée, cette école qui était désaffectée, serve de maison d'écrivain. Et donc, Hélène Cadou a aménagé ce lieu de telle sorte que l'on retrace la vie de René Guicadou. Ses parents étaient instituteurs et institutrices. Il est né dans l'école de Sainte-Reine de Bretagne, en Brière, en 1920. Entouré d'une grand-mère très affectueuse, auquel il tenait beaucoup. Et Cadou dira, ce n'est pas rien que de naître un jour de carnaval, en pleine Brière, où tout se règle à l'amiable à coups de fusil. Pourquoi René Guicadou? Tout simplement parce que les parents Cadou ont eu un premier fils, Guy, qui est mort en bas âge. Et donc, quand René va naître en 1920, ils vont lui donner le prénom, non pas le prénom composé, mais le double prénom, René Guy. Et puis, on sent tout à fait le moment où la porte du bonheur se referme, avec beaucoup de brutalité finalement, puisque son grand-père et sa grand-mère meurent, ses deux chiens bretons et bretonnes meurent, à 7 ans, on met un peu tout sur le même plan, et puis son père est nommé à Saint-Nazaire. Et là, ça va être l'arrachement à Sainte-Reine, au toit de chaume, et la découverte de la ville. Et René ressent tout cela très fort, comme une sorte d'emprisonnement, mais il s'échappe de deux façons. Tous les jeudis après-midi, il va au cinéma. Et c'est aussi l'époque où René découvre le port. Les ports ont fasciné René. Saint-Nazaire aura duré 4 ans. 2 événements vont vraiment le marquer au cours de cette adolescence. C'est d'abord la mort de sa mère en 1932, et dans un de ses poèmes, René dira « Nous sommes seuls, toi et moi, mon père, dans cette chambre vide ». Il est vraiment très touché. Alors, son papa avait écrit des vers, comme on disait à l'époque, de manière assez académique, dans des cahiers qu'il avait tenus secrets. Et c'est après la mort d'Anna, la maman de René, qu'il a montré ces cahiers à René. Et pour René, ça a été un vrai déclic. Aussitôt, il a essayé d'écrire. C'était un enfant qui aimait beaucoup la lecture, qui aimait beaucoup les livres, qui était très sensible, qui avait beaucoup d'imagination. Et pour lui, ça a été très très rapidement un moyen naturel d'expression. C'était un élève moyen. Il n'a pas un intérêt très important pour les études. Il était bon en français et en philosophie, ce qui n'a pas empêché, on possède une copie de dissertation sur laquelle le professeur a mis la mention trop de poésie. Voilà. Il aimait écrire, il n'aimait pas forcément écrire de manière scolaire. Quand il était lycéen au lycée Clémenceau à Nantes, il avait trouvé une petite librairie qui était Place Bretagne, qui était tenue par un jeune libraire qui avait une dizaine d'années de plus que lui, qui s'appelait Michel Manol, lui-même poète. Et il est tout de suite venu montrer ses premiers vers, il avait 14-15 ans, il est venu montrer ses premiers vers à ce libraire, qu'il a immédiatement pris sous son aile. Ça a été une très très grande amitié entre eux, un peu paternelle aussi, hein, il y avait une espèce de figure paternelle de substitution. Et Michel Manol l'a introduit dans un cercle poétique de gens très connus, puisque Michel Manol connaissait d'une part le poète Réverdy et puis Mac Jacob. Michel, en 18 mois, a permis à René de découvrir sa propre voix, sa propre écriture. Et quand on peut voir les poèmes qu'il écrivait à 14 ans et ceux qu'il écrivait 2 ans plus tard, ça n'a plus rien à voir. Son premier recueil s'appelle Brancardier de l'Aube. Ils habitaient à cette époque-là à l'école du quai Hoche, à Nantes, devant la Loire. Et de l'autre côté de ce bras de la Loire, il y avait la morgue. Et c'est l'image des ambulances qui arrivaient le soir à l'Hôtel-Dieu et des corbillards qui repartaient le lendemain matin qui vont véritablement le marquer. René, dès cet âge-là, savait qu'il serait
poète avant tout. C'est pas profession poète, c'est poète avant tout. Il a eu ses bacs, toujours à la session d'octobre à l'époque. Comme il a son baccalauréat, il va aller travailler au Tripostal, et ça ne lui plaît qu'à moitié, et ensuite il va profiter de son diplôme pour postuler et être instituteur remplaçant en Loire-Atlantique, Loire-Inférieure à l'époque. Son père meurt en janvier 40. La porte est bien fermée, une goutte de sang reste encore sur la clé. Tu n'es plus là, mon père. Tu n'es pas revenu de ce côté-ci de la terre depuis 4 ans. Au cours de cette période, il va rencontrer l'école de Rochefort. Alors l'école de Rochefort, c'est un groupe d'artistes, de poètes, d'écrivains autour d'un pharmacien qui est à Rochefort-sur-Loire, Jean Bouillet. Et donc pendant la guerre, ils se réunissent régulièrement et échangent entre eux, publient un certain nombre d'ouvrages. Donc c'est la première, je dirais, la première occasion que René a de faire connaître ses recueils, en particulier Usage interne, qu'on a dans cette vitrine. Hélène est étudiante au lycée Guisteau à Nantes et fait partie d'un petit cercle de jeunes poètes qui écrivent. Hélène elle-même a écrit, a déjà publié 1 ou 2 recueils. Ses camarades lui disent un jour, dis donc, si on allait à Clisson, il y a un jeune poète, un jeune instituteur poète qui est très prometteur, on pourrait aller le rencontrer. Le 17 juin 1943, j'ai pris le train pour Clisson et la première fois où j'ai aperçu René, où je l'ai vu, vraiment j'ai fait plus que l'apercevoir, je l'ai vu, c'est sur le quai de la gare de Clisson et tout de suite c'est ce côté extrêmement rayonnant, lumineux qui m'a été évident. Je t'attendais ainsi qu'on attend les navires dans les années de sécheresse. C'est véritablement la grande révélation. René va effectivement connaître le coup de foudre. Et Hélène va devenir effectivement l'inspiratrice, l'égérie du poète. Et donc son principal recueil poétique, Hélène ou l'oreille végétale, est bien sûr un recueil de poèmes amoureux absolument extraordinaire. Ce sont les plus beaux poèmes de René Guicadou. Et Hélène a mis dans cette vitrine un petit poème de Guillaume Apollinaire. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est mort, te souviens-t'en, nous ne nous reverrons plus sur terre, odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Hélène et René vont se marier. René va avoir un poste définitif, on lui propose 2 ou 3 lieux possibles, et Hélène suggère Louis Fer. Nous arrivions en pleine campagne au printemps. C'était donc une impression de joie, de libération, enfin dans tous les sens du mot, et surtout d'enracinement. Enfin, je pose mes valises et je vais pouvoir écrire tranquille. L'impression aussi liée à Louis Fer qui a été tout de suite très forte, c'est une impression de paix. Ils se sont beaucoup aimés, et ça c'est, je veux dire, dans la vie, même si leur rencontre depuis 1943 jusqu'en 1951, ça a été très très court, ils ont laissé chacun une trace. Vie paisible, mais aussi vie de rencontre à Louis Fer, quelque chose qui était très fort chez lui. Partout où il passait, il aimait aller rencontrer les gens et surtout les travailleurs manuels. Donc le menuisier, il y a une photo dans une vitrine avec Caridel, le menuisier, Victor Caridel, où il va lui donner un coup de main, il utilise la varlope ou le rabot. Quand il est à Saint-Herblon, à côté d'Ancenis, il va chez le père Moreau, qui est vigneron et tonnelier, et il va avec lui fabriquer des tonneaux. Hélène disait toujours que René avait un caractère solaire. C'était quelqu'un de manifestement très, très vivant, très rieur. Si bien que lorsqu'on parle à Paris de sa solitude, c'est vraiment vu par les gens de Paris, parce que lui ne s'éprouvait pas du tout seul. Ou du moins, il avait un très grand besoin d'amitié, c'était essentiel. Vous savez, ils n'étaient pas très bien vus à Louis Fer. Parce qu'à Louis Fer, d'abord il se disait qu'est-ce que c'est que ce gars-là, poète, mais qu'est-ce que c'est que ça, un poète? Et en plus de ça, pendant les vacances scolaires, il reçoit des types qui viennent par le quart de Rouen et qui s'installent à Louis Fer.
On n'a jamais vu ça. Eh bien, alors vous aviez essentiellement André Lenormand, qui était un caricaturiste de Ouest-France, mais aussi un grand peintre. Il y avait Guy Bigot, il était photographe rue Pasteur, et ensuite il est reparti à Lorient et il a fait une belle carrière de peintre. Il y avait les Parisiens, Marcel Béalu, Pierre Béarn, etc. Le fameux Yves Trévelli, il avait été pensionnaire à la Casa Velázquez à Madrid. Et il a terminé sa carrière comme directeur de l'enseignement artistique à Polytechnique. Il y avait Yves Cosson qui venait, qui était professeur de lettres. Tout ça débarquait. On racontait qu'il faisait la fête. En fait, il rigolait bien. Sur cette galerie de portraits, qui est en quelque sorte la pléiade de René, on trouve tous les poètes, les grands poètes qui l'ont inspiré et qui ont été effectivement des amis de lecture, d'écriture. On va y retrouver Giono, Sandrars, bien sûr, Saint-Paul-Roux, Carco, Éluard, Paul Fort, bien entendu, et des artistes peintres, Roger Toulouse, Gézéquel, qui était aussi un des amis. Alors, il a été très marqué par la poésie de Saint-Paul-Roux aussi, et très marqué par les textes et la poésie de Federico García Lorca. Et d'ailleurs, il lui consacre un de ses poèmes. Sur cette bibliothèque, c'est à 95% les livres que René avait rassemblés. De l'autre côté, ce sont des livres qu'Hélène a ajoutés, et elle a essayé de faire en sorte que ça retrace un petit peu tout son parcours littéraire de René. Les visiteurs, quand ils sont dans cette chambre, me disent très souvent « Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de clés ?» On en trouve dans les vitrines en bas, on en trouve ici. Et Hélène me disait toujours « Ah, si vous saviez, René était maniaque des vieilles clés. Partout où on passait, il essayait de récupérer les clés. Quelquefois, il les mettait dans sa poche sans rien dire à personne. » Ici, c'était la classe unique, avec au milieu, vous aviez un poêle, les enfants venaient et apportaient chacun une bûche pour la journée. Et René faisait son cours, classe unique, c'est-à-dire depuis 6 ans jusqu'à 14 ans. Et s'il faisait beau après le repas, on descendait sur la route vers la rivière, vers le Pont-aux-Moines. Et ils étaient accompagnés de 3 animaux familiers. Hélène l'aidait certainement beaucoup pour préparer ses cours, etc. La cuisine est à côté de la classe, donc nous sommes là, la classe est à côté. Ce qui veut dire que j'étais constamment toute proche de René. Je me souviens de Luc Bérimont ici, qui nous disait à tous de nous taire pour écouter René faire la classe. Et les gens de Louis Fer étaient très soucieux de savoir que l'instituteur avait de bons résultats au certificat d'études. Donc, il était jugé là-dessus. C'était un bon instituteur. Il était extrêmement sérieux, ordonné, vraiment. Mais ceci dit, il pensait poésie. Dans le champ, balle perdue, dans mon cœur, balle qui trace l'avenir, le souvenir. Je ne pense qu'à toi qui m'aimes. Après les cours le soir, René et Hélène montaient dans cette chambre qui est devenue la chambre d'écriture. Il est 5 heures. Il dit qu'il dépouille le vieil homme. Il enlève sa blouse couverte de crème. Il monte dans sa chambre et là, c'est autre chose qui commence. Il m'a écrit « Ma vie commence à 5 heures du soir ». C'est presque un dédoublement de personnalité entre Cadou, l'instituteur, et puis le grand poète qu'il était. Il y avait tout un rituel qu'Hélène racontait beaucoup. Il y avait pour lui une nécessité que l'ordre soit absolument immuable, c'est-à-dire qu'il lui fallait tout son univers. Elle se mettait sur le lit, il y avait leur chien qui s'appelait Zola, et le chat, d'où Jésus ou Orphée. Et moi, sur ce divan,
qui cousaient ou qui lisaient. Et c'était le silence absolu pendant 3 heures. Il a besoin de la discipline scolaire pour écrire. Pendant les vacances, il ne pouvait écrire que de la prose. Mais les poèmes, c'est vraiment de 5h à 8h du soir, donc dans un temps déterminé, que l'enseignement lui permet. Et il est évident que d'un autre côté, il est habité par quelque chose. René écrivait sur cette table. Généralement, au bout d'1 heure, il sortait un manuscrit qu'il lisait à Hélène, lui demandant son avis. Et Hélène, évidemment, ne pouvait que s'enthousiasmer de ce que René avait écrit. Et il écrivait à l'encre de Chine. Et il commençait 2 vers, 3 vers qu'il pouvait avoir dans sa tête, ou un titre, depuis très très longtemps, quelquefois depuis des années. Et on ne savait pas, bien sûr, ça c'est le mystère de l'écriture, pourquoi c'était ce soir-là, il écrivait tel poème. On sent très souvent dans son écriture le moment où le poème, qui a commencé quelquefois sur une circonstance très très précise, par exemple il entend la chaîne du chien du voisin, et ça va donner le poème « Les chiens qui rêvent dans la nuit », qui commence donc, les chiens qui tirent sur leur chaîne, c'est donc tout à fait familier, et ça se termine sur quelque chose de très vaste. Les chiens qui rêvent dans la nuit, il y a toujours un poète qui leur répond par une petite lueur tirée comme un bas jaune sur une maigre lampe. Et l'on ne sait rien du poète, et l'on se cache de ces chiens qui tirent sur leur chaîne comme s'ils remontaient du fond de la journée un seau lourd de ténèbres. Mais l'homme qui se tient penché sur sa jeunesse, et la main répandue comme un trieur de grains, reconnaît dans la voix confuse de ces bêtes la diane doucement poignante du destin. Une des grandes particularités, c'est qu'on ne trouve rien qui soit de l'univers de l'abstraction. Il n'y a pas de vocabulaire, ou très peu des sentiments, de la pensée, il n'y a aucun intellectualisme dans sa poésie. Par contre, elle est entièrement nourrie de sa vie quotidienne, de ce qui lui arrive. Ce n'est jamais pris de côté anecdotique, mais de tout ce qu'il a devant ses yeux, de tout ce qu'il sent, il crée des métaphores poétiques. Donc c'est à la fois les événements de sa vie, mais aussi la nature qui l'entoure. Il découvrait aussi dans le même temps des paysages qui le marqueraient beaucoup. Il a vu sortir, et on en voit toujours, des arbres entiers qui remontent de la préhistoire et qu'on appelle des mortas, qui deviennent cette espèce de charbon, de bois. Je pense que tout cela a joué pour lui parce que très souvent par la suite, quand il évoquera la poésie, ce sera toujours dans un creusement. Il creuse la terre, il extrait. Pour René, les éléments de la nature, littéralement, sont métaphysiques. C'est-à-dire que pour lui, Dieu est la nature. Et de la même manière, le Christ est dans chaque individu. Et donc c'est à partir de là qu'il construit sa poésie. Donc ça peut être nourri de faits de sa vie personnelle. Chaque fois, c'est transfiguré en images, en métaphores. À Nantes, il a tout perdu dans un bombardement. Il n'avait plus qu'une malle avec les quelques livres et ses manuscrits en cours, mais il a perdu tous ses souvenirs d'enfance. J'ai écrit diverses choses en langue bleue que vous savez, malgré les obus et les roses. Et les roses, c'est l'éclatement, c'est le sang qui gicle. Voilà un élément qui montre comment il transfigure immédiatement en images ce qu'il peut vivre. C'était quelqu'un qui était très sensible au fait de rester chantant dans l'exigence. Ce sont presque des faux alexandrins. Mais en fait, ce ne sont pas des alexandrins. Et la façon de les dire fait qu'on ne part pas dans une enflure à la Victor Hugo, si vous voulez. On ne dit pas « je t'atteindrai, Hélène, à travers les pavillons voilà. ». Ce n'est pas le ton qu'il faut, je pense, pour dire du Cadou. Seulement, déjà, la maladie commence à ronger notre ami René. Ils ont vécu comme ça 5 ans d'une intensité incroyable ensemble, mais en même temps déchirant, puisque en fait ils avaient
la certitude qu'il y avait la mort qui attendait René. Hélène en avait encore plus conscience que lui, d'ailleurs elle l'a su même physiquement un peu plus tôt que lui. Par exemple, René Guy souhaitait que Hélène fasse un journal de toutes ces années qui passaient ensemble, et elle avait refusé parce qu'elle pensait que ce journal, un jour, il aurait une fin avec la mort de René Guy. Il avait le cœur un peu fragile. Il a été réformé pour tachycardie. Voilà. Et il pensait toujours qu'un jour son cœur s'arrêterait et que ça viendrait assez vite. Donc énormément de poèmes de René portent l'empreinte de ce qui n'était pas une peur ni une hantise. C'était comme un destin inéluctable qu'il avait en lui. Un de ses poèmes, un de ses très très beaux poèmes commence comme ça, ce sera comme un arrêt brutal du train en rase campagne. Il a été malade plusieurs années, c'était quand même des années de souffrance, hein. C'était un cancer. Donc on ne sait pas dans quelle mesure il savait ce qu'il avait. Il savait qu'il allait mourir. Hélène savait très bien, les médecins avaient prévenu Hélène. Hélène m'a toujours dit qu'ils n'en ont pas parlé entre eux. Et il avait une telle résistance physique, il a tenu pendant 5 ans. Là où normalement à l'époque on tenait 6 mois. Et il a donc eu le temps de vraiment faire ce qu'il avait à faire, en travaillant d'une façon extraordinaire, en gardant toute cette joie de vivre, tout ce qu'il donnait aux autres. Sur cette table, un moulage, qui est le moulage de la main de René, faite par son ami Jean Fréhour. Il y a un poème célèbre, Les Amis de décembre, on retrouve ça dans le musée. 4 de ses amis sont venus le voir en décembre 1950 à la Bernerie, où il était en congé maladie parce qu'il subissait des séances de rayons à Nantes. Il était donc à la Bernerie dans la maison des parents d'Hélène Cadou. Ses amis savaient très bien que c'était leur dernière visite. Hélène va quitter Louis Fer en 1951. Quand elle est partie de Louis Fer, elle pleurait à chaudes larmes et un enfant lui a dit « Madame, ne pleurez pas, un jour vous reviendrez ». Sa notoriété est venue après 51, hein, après sa mort. Beaucoup d'ailleurs par le biais des amis qu'il connaissait et qui se sont employés à le faire connaître. Par exemple, l'éditeur et poète Pierre Segers, qui a édité aussi bien Hélène Cadou que les œuvres complètes de René Guy Cadou, mises en forme par Hélène. C'est vrai qu'en fait, c'est beaucoup grâce à Hélène qu'il a obtenu une reconnaissance qui a pris de l'ampleur. On a réuni assez vite toute l'œuvre poétique de Cadou dans un recueil qui s'appelle Poésie la vie entière. Pendant des années, ils ont écumé le sud-ouest de la France dans les collèges, les lycées, les maisons de jeunes, etc. Il y a eu des expositions très importantes. Les éditions Larousse qui ont publié un petit recueil scolaire. En France, de manière universitaire, et il a été assez connu. Il y a plus de 80 mémoires ou thèses d'étudiants autour de la poésie de René. Il y a eu toute une époque où, quand Hélène Cadou était là pour le promouvoir. Elle a 3 vies, Hélène. Elle a sa vie de bibliothécaire et d'acteur important de la vie culturelle d'Orléans. Elle a sa vie autour de la poésie de René et de tout ce qu'elle a fait pour ça, et elle a sa propre œuvre poétique. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a eu quand même cette espèce de grâce d'avoir une vie, une création à elle, tout en étant complètement la survivance de ce temps-là. Et en cela, je trouve que c'est une femme pas extraordinaire. Et que je trouve que leur couple est un couple miraculeux. Hélène avait un petit peu écrit avant de rencontrer René. Et elle avait arrêté d'écrire. Elle s'était consacrée entièrement à son mari. C'est seulement après la mort de René qu'elle s'est mise à écrire, dans les années 50 d'abord, avec 2 recueils édités par Segers, Cantate des nuits intérieures et Le bonheur du jour. Puis ensuite, elle n'a plus écrit jusqu'au début des années 70, pratiquement jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite. Et là,
elle s'est mise à écrire énormément. Hein, il y a plus d'une vingtaine de recueils édités. En nombre de poèmes, elle a beaucoup plus écrit que René. Voilà, dans la cuisine, tous les dimanches matins, Hélène écrivait. Mais Hélène était une grande dame, extrêmement élégante, qui parlait d'une voix assez douce, mais elle avait une volonté de faire. L'écriture d'Hélène est très différente de celle de Cadou. On ne peut pas dire qu'il y ait une influence entre les deux. C'est une écriture extrêmement dépouillée. Extrêmement ciselée, extrêmement simple, mais très percutante. Mais elle disait aussi, c'est très mathématique parce qu'on ne peut pas remplacer un mot par un autre. Hein, si vous remplacez un mot par un autre, tout le poème se déconstruit. Vous voyez la rigueur, hein, ça n'a rien à voir avec le surromantisme de René. À ce moment-là, elle était en retraite depuis un certain temps et comme ça avait toujours été sa préoccupation principale, elle voulait qu'il y ait un lieu qui fasse vivre l'œuvre de Cadou, la mémoire de Cadou. Elle savait que cette école était désaffectée, qu'elle était vide, et elle a fait des pieds et des mains avec des personnalités de Chateaubriand pour faire en sorte que ça devienne un lieu de mémoire, une demeure d'écrivain. À partir de 1993, très souvent, à partir du mois de juin, elle était là, jusqu'à fin septembre, les journées du patrimoine. Ce qui lui plaisait le plus, c'était de recevoir des gens connus ou inconnus qui venaient visiter et elle les faisait pénétrer dans l'intimité du poète. Son rêve s'était réalisé. Tu ne peux rien pour moi maintenant que je suis fané par ton soleil, comme une fine pluie venue d'un nuage bas qui mettait sur la terre quelques larmes de trop au bord de tes paupières. Tu peux bien m'accueillir et m'ouvrir tes palais. Tu ne me rendras point cet amour que j'avais de la vie, ni ce doute inné de ta personne qui fait que je suis là et que tu me pardonnes.